Pourquoi les asiles psychiatriques ont-ils soudainement explosé dans tout le monde occidental au milieu des années 1800? Pas augmenté, explosé. Entre 1845 et 1890, d'immenses institutions psychiatriques surgirent dans presque toutes les grandes villes, d'énormes complexes de pierre, construits avec une rapidité impossible et remplis presque immédiatement. Les dossiers des patients sont minces, les témoignages ont disparu, les histoires rejetées comme folie avant même d'être entendues. L'explication officielle invoque la réforme humanitaire, l'essor du traitement moral, l'industrialisation causant des tensions mentales. Mais il existe une autre possibilité, jamais enseignée, une récente catastrophe mondiale, un monde perdu silencieusement effacé et rebaptisé mythe. Si un tel événement s'était produit, il y aurait eu des survivants, des gens dont les souvenirs ne correspondaient pas à la nouvelle histoire officielle. Alors la question est celle-ci. Les asiles ont-ils vraiment été construits pour guérir ou pour faire disparaître ceux qui se souvenaient de ce qui existait avant? En 1800, il existait peut-être une douzaine d'institutions psychiatriques dédiées dans toute l'Amérique du Nord. En 1880, il y en avait plus de 300. En Grande-Bretagne, le nombre passa d'environ 20 à plus de 120 durant la même période. France, Allemagne, Russie, le schéma se répète avec une précision troublante. Italie, Espagne, territoire austro-hongrois, tous connaissant la même croissance explosive des infrastructures psychiatriques dans le même laps de temps comprimé. Cela soulève une question simple mais cruciale. D'où venaient tous ces patients? La réponse standard pointe vers l'urbanisation, la pauvreté, les pressions de la vie moderne. Le capitalisme industriel rendant les gens fous. La dissolution des structures communautaires traditionnelles, laissant les personnes vulnérables sans soutien. Mais voici où ça devient étrange. Le boom des asiles ne correspond pas nettement à l'industrialisation. Il se produit plutôt dans certains endroits, plus tard dans d'autres. Les zones rurales au développement industriel minimal construisaient des asiles aussi grands que ceux de Manchester ou New York. De petites villes, des endroits avec des populations de 15 000 ou 20 000 habitants, construisaient des institutions conçues pour accueillir 2000 patients, des communautés sans usines, sans densité urbaine, sans source apparente de maladies mentales massives. 2000 patients, de villes de 20 000 habitants. Les calculs ne tiennent pas, à moins que quelque chose d'autre ne se passait, à moins que les patients ne venaient de quelque part ou de quelque moment que le registre officiel refuse de reconnaître. Considérez maintenant cette chronologie parallèle que l'histoire officielle traite comme non liée, coïncidente ou, le plus souvent, inexistante. Entre approximativement 1750 et 1850, quelque chose arriva aux villes du monde entier, quelque chose qui laissa les bâtiments à moitié enterrés. Les rez-de-chaussée devinrent des sous-sols, les niveaux des rues s'élevèrent. Les fenêtres qui s'ouvraient autrefois sur les rues s'ouvraient maintenant sur la terre et la pierre. Les portes conçues pour le passage humain s'ouvraient désormais sur de la terre compressée et des débris. Nous appelons cela le mud flood. Saint-Pétersbourg, Paris, Londres, Boston, San Francisco, Melbourne, Buenos Aires, Édimbourg, Prague, Istanbul. Des villes qui n'avaient aucun contact culturel, aucune tradition d'ingénierie partagée, aucune planification urbaine coordonnée, toutes montrant les mêmes preuves architecturales d'enfouissement rapide. Toutes affichant la même uniformité impossible de perturbation. Des bâtiments avec des fenêtres ornées de premier étage désormais souterraines. Des niveaux de sous-sol clairement conçus comme rez-de-chaussée, avec des hauteurs de plafond et des éléments décoratifs insensés pour des caves. Des portes s'ouvrant sur la terre. Des quartiers entiers situés 3 à 15 pieds plus bas que les rues environnantes. Et toujours, la même absence de documentation expliquant comment ou pourquoi cela arriva. Environ 1800 à 1860. La même fenêtre où la construction d'asile explosa. Alors laissez-moi poser une question qui semble absurde jusqu'à ce qu'on y réfléchisse. Que faites-vous des témoins? Si un événement bouleversant la civilisation s'est produit, si des villes furent enterrées, si des populations furent déplacées, si le paysage physique fut fondamentalement altéré, il y aurait eu des survivants. Il y aurait eu des gens qui se souvenaient, des gens qui pouvaient témoigner de ce à quoi ressemblait le monde auparavant.
Des gens qui se souvenaient que quand ces fenêtres de sous-sol étaient des entrées de rez-de-chaussée. Des gens qui insistaient que les rues étaient plus basses, les bâtiments plus hauts, l'architecture différente. Des gens qui contrediraient le nouveau récit officiel. Pas des criminels, pas des révolutionnaires, pas dangereux dans un sens conventionnel, dangereux seulement par ce qu'ils savaient, par ce dont ils se souvenaient, par leur refus d'accepter la chronologie révisée, par leur insistance que le monde avait changé de manières inexplicables par le développement urbain graduel. Comment faire taire un témoignage sans répression évidente? Comment reformuler une perturbation historique massive comme mythe, comme délusion, comme divagation d'esprit perturbé? Comment faire de la réalité elle-même un symptôme de folie? Vous construisez des asiles, et c'est là que le boom des asiles devient impossible à ignorer. Regardez les institutions elles-mêmes, pas seulement leur nombre, bien que ce soit assez frappant, mais leur conception, leur capacité, leur architecture, la pure qualité monumentale de structures supposément construites pour les malades mentaux indigents. Ce n'était pas des installations médicales au sens moderne, c'était bon des structures de confinement, des forteresses de pierre massives construites avec les mêmes techniques architecturales et souvent par les mêmes constructeurs inconnus que les structures monumentales de l'ère précédente. L'ère qui n'aurait pas existé, nous dit-on, l'ère qui se serait terminée avant de commencer. Des bâtiments construits avec une maçonnerie de précision, des systèmes de ventilation sophistiqués, des éléments architecturaux reflétant le style ancien monde trouvé dans les bâtiments à moitié enterrés eux-mêmes. Le plan Kirkbride, introduit en 1854 par Thomas Story Kirkbride, devint le modèle de construction d'asiles en Amérique du Nord. D'énormes structures en ailes de chauve-souris, symétriques, imposantes, construites en pierre et briques avec un savoir-faire semblant incompatible avec les capacités supposées de l'Amérique du milieu du XIXe siècle. Ce n'étaient pas de simples bâtiments institutionnels, c'étaient des monuments architecturaux, présentant souvent la même maçonnerie ornée, les mêmes techniques de construction avancées, la même précision impossible que nous voyons dans des structures officiellement attribuées à une civilisation antérieure ou inexistante. Mais voici la partie la plus étrange. Beaucoup de ces bâtiments n'apparurent pas soudainement dans les archives historiques. Ils apparurent complets, pleinement opérationnels, avec des populations de patients qui se matérialisèrent presque immédiatement. Pas de photographie de construction, pas de rapport de progression. Juste une existence soudaine comme s'ils avaient toujours été là, simplement réutilisés depuis une fonction précédente. D'où venaient ces patients? Les archives sont vagues. Les pauvres errants, les dérangés, ceux à l'esprit défaillant. Personne sans établissement, mais les descriptions sont étrangement uniformes. Pas de diagnostic spécifique, pas d'historique de cas détaillés, juste le retrait, l'institutionnalisation, la séparation permanente de la société. Le langage évitant soigneusement les détails, comme si les vraies raisons de l'internement ne pouvaient être écrites. C'est là que le schéma devient plus difficile à expliquer. La construction d'asiles n'était pas un phénomène régional. Ce n'était pas une nation répondant à des conditions locales. C'était mondial, et c'était coordonné. Pas par traité international explicite. Aucun document unique ne mandate l'institutionnalisation psychiatrique mondiale, mais par un schéma si uniforme qu'il implique une planification centralisée. Pas explicitement. Il n'y a pas de document preuve absolue disant « construisez des asiles partout simultanément ». Mais le timing, l'architecture, les objectifs énoncés, les cadres juridiques permettant l'internement involontaire, tous émergeant dans la même fenêtre historique étroite, à travers les continents, à travers des cultures ayant supposément un contact minimal. Les mêmes plans de style Kirkbride apparaissant en Russie et en Argentine. Les mêmes critères d'internement émergeant en Grande-Bretagne et en Australie. La même expansion des catégories diagnostiques se produisant simultanément dans des sociétés aux traditions médicales radicalement différentes. La Grande-Bretagne adopte le Lunacy Act en 1845, mandatant la construction d'asiles dans chaque comté. La France promulgue une législation similaire la même année. Les États-Unis voient État après État adopter des lois d'internement tout au long des années 1840 et 1850. Russie, Allemagne, Empire austro-hongrois,
tous mettant en œuvre l'institutionnalisation psychiatrique à une échelle sans précédent. Le Japon commence à construire des asiles de style occidental dans les années 1870, malgré l'absence de tradition antérieure de psychiatrie institutionnelle. L'Empire ottoman suit. Même les territoires coloniaux en Afrique et en Asie voient la construction d'asiles, souvent avant les hôpitaux ou écoles de base. Tout à la fois, tout sans reconnaître de coordination, tout en prétendant qu'il s'agissait d'une réforme humanitaire spontanée se produisant indépendamment dans des dizaines de nations. Tout utilisant des plans architecturaux remarquablement similaires, un langage juridique similaire, des justifications similaires pour la détention involontaire. L'histoire officielle traite cela comme une évolution convergente, des problèmes similaires produisant des solutions similaires, une réforme progressiste se diffusant naturellement par échange culturel, le savoir médical se diffusant par les revues professionnelles et conférences internationales. Mais l'évolution convergente ne produit pas une architecture identique. Elle ne produit pas un langage juridique identique. Elle n'explique pas pourquoi une petite ville de Pennsylvanie rurale et une ville provinciale de Sibérie construiraient des installations psychiatriques virtuellement identiques dans la même décennie, utilisant les mêmes principes de conception, servant la même fonction apparente. Une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Considérez maintenant ce qui arriva au diagnostic psychiatrique durant cette période. Avant 1840, l'aliénation était une catégorie relativement étroite. Perturbations mentales sévères, comportements violents, déficiences cognitives profondes, des conditions si évidentes et extrêmes que l'internement était rarement controversé. Mais entre 1840 et 1880, la définition explosa. Soudainement, presque tout pouvait qualifier comme folie nécessitant l'institutionnalisation. Les critères diagnostiques s'étendirent pour englober des comportements et croyances qui auraient été considérés excentriques ou inhabituels dans les décennies précédentes, mais pas nécessairement pathologiques. Enthousiasme religieux, radicalisme politique, comportement non conventionnel, aliénation morale, un diagnostic si vague qu'il pouvait s'appliquer à quiconque défiait les normes sociales. Nostalgie, littéralement, le mal du pays, devint une condition justifiant l'internement. Drapétomanie, la prétendue maladie mentale causant la fuite des personnes asservies, fut sérieusement proposée comme trouble psychiatrique. Monomanie, focalisation obsessive sur un seul sujet, pouvait justifier l'institutionnalisation, particulièrement, semble-t-il, quand ce sujet unique était l'incohérence historique ou l'anomalie architecturale. Lire les dossiers survivants est troublant, pas à cause des conditions des patients, mais à cause de la minceur des justifications. Une femme affirmant que sa ville semblait différente auparavant. Un homme insistant se souvenir de bâtiments qui n'existaient pas. Des gens décrivant une chronologie différente, un paysage architectural différent, une histoire différente. Des individus incapables de réconcilier les premiers étages enterrés avec les explications officielles. Des gens posant des questions sur pourquoi les rues s'étaient élevées, pourquoi tant de structures montraient des preuves d'enfouissement, pourquoi le registre historique semblait discontinu. Délirant, concluaient les médecins, souffrant de faux souvenirs, détachés de la réalité, exhibant confabulation, éprouvant désorientation temporelle. Ces diagnostics devinrent standardisés, apparaissant avec une fréquence suspecte dans les registres d'asile des années 1840 aux années 1870. Mais si leur réalité était simplement différente du récit officiel nouvellement construit, c'est là que la preuve devient absence, où le schéma se révèle par ce qui manque. Essayez de trouver des récits personnels détaillés de patients d'asile dans les années 1850 aux années 1870. Essayez de trouver leurs témoignages, leur version des événements, leur description du monde dont ils se souvenaient, leurs explications de pourquoi ils croyaient ce qu'ils croyaient, dans leurs propres mots, non filtrés par l'interprétation institutionnelle. Les archives sont rares, fortement filtrées par les autorités institutionnelles. Et là où elles existent, elles sont rejetées comme produits d'esprit dérangés. Le témoignage des patients fut transcrit par le personnel d'asile, interprété à travers le prisme du diagnostic psychiatrique, et préservé seulement quand il confirmait l'évaluation de folie de l'institution.
Les écrits directs des patients étaient donc souvent détruits comme thérapeutiquement contre-productifs. Mais le rejet n'est pas la même chose que la preuve de fausseté. Plus je plongeais dans les registres d'asile, plus je remarquais des lacunes systématiques. Des admissions de patients sans documentation accompagnant leur vie précédente. Des gens institutionnalisés sans connexion familiale claire, sans résidence établie, sans trace papier suggérant qu'ils existaient avant le moment d'entrer dans l'asile. Des noms sans histoire. Des identités sans contexte. Juste des dates d'admission et de vagues descriptions de symptomatologie, comme s'ils apparaissaient de nulle part, ou comme si leur existence précédente avait été effacée, comme si des registres avaient été délibérément purgés, comme si c'étaient des gens qui devaient disparaître entièrement du registre historique, ne laissant aucune trace de qui ils étaient ou de ce qu'ils savaient. Ce qui me hante le plus n'est pas ce que disent les registres, c'est ce qu'ils ne disent pas. Il n'y a aucune discussion de la contradiction, aucune reconnaissance que quelque chose d'étrange se passe. L'establishment médical du XIXe siècle traite l'explosion soudaine de maladies mentales comme naturelle, attendue, ordinaire. Aucune revue médicale ne questionne pourquoi la pathologie psychiatrique semble augmenter exponentiellement. Aucun responsable de santé publique n'enquête sur la cause de cette épidémie apparente. Des milliers de personnes en Europe et en Amérique du Nord devenant soudainement folles, nécessitant une institutionnalisation permanente, affichant des symptômes centrés souvent sur de faux souvenirs, une confusion temporelle et l'insistance que le monde physique avait changé. Tout dans le même laps de temps étroit, tout exhibant des délusions remarquablement similaires sur des anomalies architecturales et une discontinuité historique. Et la réponse ? Pas d'investigation. Pas de curiosité sur pourquoi ce groupe particulier de symptômes apparaissait simultanément sur de vastes distances géographiques. Pas d'études épidémiologiques de ce qui pourrait causer un tel schéma spécifique et répandu de perturbations mentales. Juste internement, confinement, silence, institutionnalisation immédiate, séparation permanente de la société et un manque remarquable de curiosité médicale sur le phénomène lui-même. Les asiles se remplirent, et le mudflood devint mythe. Les témoins devinrent patients, le témoignage devint symptôme, et les questions devinrent preuves de folie. Revenez aux bâtiments eux-mêmes. Beaucoup d'asiles du XIXe siècle montrent les mêmes caractéristiques à moitié enterrées que d'autres structures de la période. Premiers étages sous le niveau du sol, fenêtres s'ouvrant sur la terre, la même preuve d'enfouissement rapide que nous voyons dans les bâtiments civiques, églises, gares. L'hôpital d'État de Danvers au Massachusetts, l'asile Trans-Allegheny en Virginie occidentale, l'asile d'Athens en Ohio. Tous montrant des fondations suggérant qu'ils précédaient l'événement Mudflood ou furent eux construits immédiatement après, sur un sol récemment élevé. Mais contrairement à ces autres structures, les asiles n'étaient généralement pas célébrés comme réalisation architecturale. Ils n'étaient pas présentés de la même manière. Ils étaient construits, remplis et tranquillement oubliés. Pas de cérémonie d'inauguration grandiose, pas de revues architecturales célébrant leur conception, juste des notes de construction fonctionnelles et une admission rapide de patients, jusqu'à leur abandon. Et quand ils furent abandonnés, tout au long du XXe siècle alors que les soins psychiatriques passaient à d'autres modèles, qu'arriva-t-il au registre ? Qu'arriva-t-il aux témoignages de patients, aux documents d'admission, aux dossiers de cas, aux journaux quotidiens détaillés qui auraient dû documenter des décennies d'opérations institutionnelles, détruits, perdus, inaccessibles, dommages par le feu, dommages par l'eau, délibérément éliminés comme dossiers médicaux obsolètes, ou simplement disparus, sans explication de leur absence. La destruction survint souvent immédiatement avant que les bâtiments ne soient réutilisés ou démolis, comme si quelqu'un ne voulait pas que ces registres survivent dans une ère où des chercheurs indépendants pourraient y accéder. Le silence fut assourdissant. Je ne peux prouver ce qui arriva. Je peux seulement vous montrer ce qui n'a aucun sens. La synchronicité, l'échelle, le vague des origines des patients, l'expansion des critères diagnostiques pour inclure les discordances de mémoire et la confusion historique. La preuve architecturale suggérant que les asiles eux-mêmes émergèrent
de ou furent enterrés par le même événement qu'ils auraient été construits pour supprimer. La destruction systématique des registres, la coordination mondiale, la vitesse impossible de construction, le remplissage immédiat d'institutions avant qu'aucune population locale ne puisse avoir généré un besoin suffisant. Pourquoi le boom des asiles arriva-t-il précisément quand la chronologie du Mud Flood suggère une perturbation catastrophique? Pourquoi les critères d'internement furent-ils étendus pour inclure des symptômes ressemblant remarquablement à un témoignage d'une réalité historique différente? Pourquoi ces institutions furent-elles construites avec une telle urgence, une telle uniformité, une telle capacité, comme si elles étaient nécessaires tout d'un coup, partout? Comme si quelqu'un savait à l'avance que de grands nombres de personnes devraient être institutionnalisées simultanément à travers le globe. Pourquoi les dossiers de patients de cette ère restent-ils si difficiles d'accès, si fragmentaires, si soigneusement filtrés par l'autorité institutionnelle? Pourquoi tant furent-ils détruits? Et pourquoi cette destruction suit-elle un schéma si cohérent? Pourquoi ce schéma, cette corrélation entre perturbation géologique et institutionnalisation psychiatrique, a-t-il été si complètement ignoré par l'enquête historique mainstream? Pourquoi mentionner cette corrélation invite-t-il immédiatement le rejet, non sur des bases probantes, mais sur la base que la question elle-même est intrinsèquement déraisonnable? Pas pourquoi les asiles furent construits, pas quand ils furent construits, pas sous quel cadre juridique, non. Comment effacez-vous une civilisation? Comment réécrivez-vous l'histoire à l'échelle mondiale? Comment faites-vous taire les témoins sans violence évidente? Comment faites-vous de la vérité elle-même un symptôme de folie? Vous les déclarez fous. Vous institutionnalisez la mémoire elle-même. Vous construisez les asiles. Et les preuves suggèrent à quelque chose de bien plus grand que la réforme en santé mentale. Quelque chose nécessitant la construction simultanée d'infrastructures de confinement à travers le globe. Quelque chose nécessitant la suppression du témoignage, le retrait des témoins, la pathologisation du récit alternatif. Quelque chose qui ne pouvait être accompli par censure ou violence évidente, mais nécessitait l'autorité de la science médicale pour légitimer l'effacement. L'histoire officielle dit « progrès humanitaire, avancement médical, l'évolution des soins psychiatriques, la réponse éclairée à la maladie mentale, le triomphe de la raison sur la superstition ». Mais les preuves architecturales, la chronologie, les lacunes systématiques dans le registre historique, elles chuchotent autre chose. Elles chuchotent une vérité qui devait être enterrée aussi complètement que les premiers étages de ces bâtiments à moitié submergés. Elles chuchotent, c'étaient les témoins. Et nous construisîmes des forteresses pour les retenir, nous diagnostiquâmes leurs souvenirs, nous institutionnalisâmes leur réalité. Nous fîmes de la vérité elle-même une condition traitable.